Bonjour à tous. Auréane est ravie de vous accueillir sur le webinaire concernant le nouveau traitement préventif des bronchiolites à VRS du nourrisson. Ce webinaire sera animé par Monsieur le docteur André Lequet, pédiatre au CHU d'Amiens, Monsieur le docteur François Dubos, qui est pédiatre au CHU de Lille, et ils seront accompagnés par Madame le docteur Rida Gostine, qui est pédiatre au CHU d'Amiens, et Monsieur le docteur Tamer Ragza, pédiatre au CHU de Lille. Pour votre information, le webinaire sera découpé en deux parties. Une présentation des infections AVRS et du nouveau traitement préventif qui va durer approximativement 30 minutes, puis 30 minutes de questions-réponses. Au cours de ce webinaire, on vous présentera deux fiches, une fiche d'information et un flyers. Elles vous seront envoyées par mail en même temps que le replay. Vos micros et caméras sont coupés du coup tout au long du webinaire. Pour vos questions-réponses, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et réponses qui est en bas de votre écran. Vous pouvez demander aussi une attestation de présence par mail à l'adresse e.six@oreane.fr. Et je laisse du coup la parole au docteur André Lequet et vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que j'essaye de vous présenter tout ce qu'on sait actuellement sur le poids de cette infection à VRS sur le plan clinique et puis sur le plan économique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais par contre, j'ai des diapos suivantes. J'ai des liens de collaboration avec certains labos, comme Abuville, qui a dû nous accompagner pour le palivizumab, l'AstraZeneca, qui a pris la suite, et puis l'étude sur le nouveau produit avec Sanofi, et puis le laboratoire Adelais, avec qui je travaille en collaboration. Et le diapo, s'il vous plaît. L'infection à VRS touche par an 30% d'enfants de moins de 2 ans. Et on sait qu'à peu près 2 à 3% d'enfants de nourrissons de moins d'un an vont être hospitalisés pour une bronchiolite à VRS. Les décès ne sont pas très élevés, mais il a été décrit des décès, comme on le verra un peu plus tard sur l'exposé. Les diapos, s'il vous plaît. Alors, le virus respiratoire syncytial fait partie de la famille de Pneumoviridae. C'est un virus enveloppé à ARN simple. Il y a de sérotypes bien connus, de groupes majeurs, c'est le A et le B. Ce virus est caractérisé par des glucoprotéines de surface. Il y a la glucoprotéine G, qui est la protéine d'attachement et qui détermine la souche A et B. Oui, je peux. Ah oui, c'est ça. Et donc, les deux glucoprotéines, la protéine d'attachement, G, et puis la protéine de fusion. La protéine de fusion, c'est là où tous les travaux qui s'intéressent à la prévention, à la prophylaxie, travaillent, que ce soit les vaccins, que ce soit les anticorps monoclonaux. Alors, ces virus a la particularité d'infecter les cellules épithéliales respiratoires, va provoquer une inflammation, de l'édème, une desquamation, et on va voir un peu ce cascade d'événements, l'effet de ce cascade d'événements sur la clinique et les complications de ce virus. Le diapo, s'il vous plaît. Alors, ce virus a une évaluation de transmission et de contagiosité. On a entendu parler avec le Covid, le euro, qui est de 4 à 1,5, et ça varie entre 1,7 et 8,2. Donc, on voit bien que c'est un virus qui est très contagieux, comme on le verra dans les diapos suivants. Diapo, s'il vous plaît. Alors, diapo, s'il vous plaît.
Il y a des études qui ont été faites dans les pays où les gens vivent en communauté. C'est au Kenya où un travail avait montré que c'est autour de l'entourage qu'on va avoir la contamination. Ça peut aller jusqu'à 60% de contamination et les frères et sœurs, les cousins viennent après, mais les parents aussi. Donc, ça montre bien que la contamination peut se faire par la grande famille. Diapo, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est la physiopathologie, la pathogénèse de VRS qui va parcourir 4 étapes. Il y a d'abord la propagation de l'infection à partir du nasopharynx, au niveau des voies respiratoires supérieures vers les voies respiratoires inférieures. Il y a le stade de desquamation anormale des cellules épithéliales, et puis l'étape de l'obstruction intraluminale et la rétention d'air, entraînant des foyers d'atelectasie et d'emphysème. Donc, comme on le voit sur cette première étape, le virus va infecter les cellules épithéliales et puis il va les infecter. Les cellules nasopharyngées vont desquamer et puis vont être aspirées vers les voies respiratoires supérieures. Et puis, chez nos enfants qui ont ces bronchioles, plus de 75%, on va s'y retrouver avec une obstruction, d'autant plus que, indépendamment de ce que le nourrisson va aspirer vers les voies respiratoires inférieures, il y a de l'édème, donc le passage devient chaotique avec une obstruction. Cette obstruction va entraîner le piégeage de l'air et puis aussi des foyers d'atelectasie. Et on va se retrouver à ce moment-là avec un problème un synchronisme ventilatoire qui peut être source de fatigue chez les enfants. La diapo, s'il vous plaît. Diapo, s'il vous plaît. Alors, le virus, le VRS est commun à tous les âges. On a toujours l'impression que ce sont les nourrissons qui vont souffrir, mais quand on regarde bien, ce virus va toucher toutes les tranches d'âge. C'est pour ça qu'il peut y avoir une contamination de toute la famille, comme je vous l'avais dit. Il est vrai que l'expression va être différente selon qu'on est senior ou qu'on est nourrisson. Et effectivement, les infections des voies respiratoires inférieures vont toucher beaucoup plus les tranches d'âge, les plus petits, avec une expression très, très, très bouillante, une respiration sifflante et récurrente. Chez des enfants qui sont plus grands, qui vont se surinfecter. Donc, on voit bien que ce virus même peut y avoir des réinfectations, mais c'est vrai que l'expression ne sera pas pareille. Alors, dans les tranches d'âge un peu plus, avancées, on va avoir de l'asthme qui va être exacerbé à l'occasion de la contamination. On va avoir les BPCO qui sont le sujet de décompensation chez les seniors, et c'est pour ça que les efforts sont faits actuellement, en même temps que les efforts chez les nourrissons, c'est de pouvoir protéger cette tranche d'âge. Alors, les infections par le VRS vont provoquer des maladies respiratoires qui vont être mineures et à potentialité mortelle. D'où l'intérêt de prendre en charge sur le plan préventif cette pathologie. Alors, on va avoir des signes qui sont, ou des symptômes qui sont légers. Au niveau respiratoire, d'abord, c'est éternuement, toux, congestion nasale, une rhinorrhée. Et puis, quand on monte en charge, on va se retrouver avec une respiration sifflante, difficulté à respirer, une grosse dyspnée. Et puis, chez les enfants plus jeunes, on va se retrouver beaucoup plus avec des apnées, les nourrissons, premiers mois, un peu néonatal, ils vont faire beaucoup plus d'apnées qu'une lutte, comme on le voit chez les enfants un peu plus grands, comme s'ils faisaient une économie d'efforts.
On va se retrouver parfois avec des hypoxémies. J'ai déjà eu des enfants qu'on a pris en charge pour une hypoxémie réfractaire en rapport avec une bronchiolite AVRS. La toux, la tachypnée, et puis à côté des signes respiratoires, il y a la fièvre, les frissons, les difficultés à dormir, et ça va encore accentuer la fatigue, d'autant plus que ces enfants ont une dyspnée. Difficulté à s'alimenter va être déterminant pour décider d'une hospitalisation chez un certain nombre d'entre eux. Et puis les enfants qui sont complètement KO, léthargiques, qui sont très irrités. Ça, c'est des signes qui sont des signes qui ne sont pas respiratoires. La diapo, s'il vous plaît. Alors, le fardeau de cette infection est, comme on l'a vu sur le titre, hein, sur le plan clinique, c'est surtout les nourrissons. Et les données mondiales décrivent que chaque année, il y a 12 900 000 épisodes d'infections respiratoires, inférieures par le VRS. Et 2,2 millions vont nécessiter une hospitalisation. Et parmi ces enfants jeunes qui vont faire cette infection, il y a 66 et il y a 66 300 qui peuvent en décéder. Donc, lourd les conséquences. Diapo, s'il vous plaît. On va passer épidémiologie, saisonnalité. Vous savez très bien que le passé, ce virus va venir à un moment de l'année, on le verra bien, parce qu'il y a des surveillances qui nous donnent des courbes, justement, par rapport à cette infection. Presque tous les enfants en dessous de 2 ans ont déjà fait une infection à VRS. Donc, les nourrissons sont parmi les personnes les plus touchées par cette infection. Alors, quand on regarde un peu les statistiques, la proportion des infections à VRS par le monde, il y a à peu près 30% à 45% des causes majeures d'hospitalisation pour une infection des voies respiratoires inférieures qui est en rapport avec le VRS. Diapo, s'il vous plaît. Alors, là, sur la diapo qui arrive, on voit bien les différents pays dans le monde. On peut passer, on voit celle d'avant. Voilà. Donc, vous voyez, sous cette diapositive, c'est pour montrer le risque d'admission à une unité de soins intensifs. Je crois que le diapo d'avant montrait un peu le risque de contamination, mais hospitalisation à soins intensifs, vous voyez, aux États-Unis, il y a un risque de 26,8% en tête. En Chine, en Italie, alors c'est curieux quand on regarde les pays en Europe, on s'est dit, bon, on serait peut-être très proche, mais il y a une différence, certainement, par rapport à nos politiques de santé, et on va se retrouver en Italie avec un risque de 14,2%, et nous, en France, on est à 4,2%. Diapo, s'il vous plaît. Donc, toujours sur le plan épidémiologique, on sait très bien que un enfant, un nourrisson avant l'âge de 2 ans, sur 5, va consulter la médecine ambulatoire pour une infection à VRS, et un enfant, un nourrisson sous 50 va être hospitalisé au cours de sa première année de vie pour une infection à VRS. Diapo, s'il vous plaît. Alors, si on essaie un peu d'extrapoler ça sur les données de l'Hexagone, un enfant sur 20 va être hospitalisé au cours de la première année de vie pour une infection à VRS. Si on considère qu'il y a à peu près 750 000 naissances par an, il y a 35 228 hospitalisés associés VRS par saison chez les enfants de moins d'1 an en France. Diapo, s'il vous plaît. Alors, au niveau, je vous ai parlé des courbes qui nous permettent, c'est la santé publique de France nous transmet
régulièrement les courbes d'épidémie de ces virus. On sait très bien que ça commence à peu près en octobre, mi-octobre. Le pic, c'est au moment de fête d'année, et puis après, ça descend. Ça, c'est les courbes par rapport à ces premières courbes, ça, c'est le passage des enfants aux mains de différentes professions de santé. Et les courbes en dessous, c'est les courbes d'hospitalisation. Donc, quand on regarde bien, c'est vraiment une pathologie qui va s'écouler, qui va avoir un impact très important au niveau de nos services, que ce soit les services ambulatoires, que ce soit les services hospitaliers, les urgences, les services d'hospitalisation des nourrissons sont souvent sollicités par ces virus. Diapo, s'il vous plaît. 2 minutes. Alors, ce diapo montre quelque chose qui va être un peu différent au cours des dernières années. Quand vous regardez bien, il y a une différence par rapport à cette année qui est l'année de Covid. Où l'on voit que disons, la distribution du virus a été moins forte que les années d'avant. Les hospitalisations aussi. Donc, on se rend compte que les mesures qui ont été prises pour le Covid ont fait profiter un peu à cette épidémie pendant cette saison-là, où on avait pris des mesures justement de protection des populations. Diapo d'après. Il y a une diapo que je n'ai pas vue, c'est lui avec l'épidémie l'an 2022, l'an 2023. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose d'assez particulier qui est arrivé, c'est la montée en charge de l'épidémie qui est venue très tôt, avec la crainte que cette épidémie allait peut-être durer encore longtemps. Ça accompagne aussi d'hospitalisation un peu plus tôt. Tout a été décalé. Mais Dieu merci, finalement, l'épidémie s'est arrêtée un peu plus tôt qu'on craignait. Donc, l'année d'avant, c'était protection par les mesures anti-Covid, mais par la suite, l'épidémie est allée un peu trop fort et très, très tôt par rapport aux années d'avant. Les diapos, s'il vous plaît. Alors, le virus syncytial et respiratoire a toujours des répercussions un peu plus tard. Alors, chez les Américains, ils disent que dans les 5 ans qui suivent une infection à VRS, il y a beaucoup de patients qui vont consulter chez le médecin traitant, 35 à 45%. Donc, tout n'est pas fini. Et parmi les personnes qui ont été prises en charge pour une infection à VRS, il y a 10 à 18% qui vont développer une respiration sifflante. Diapo, s'il vous plaît. Alors, ce diapo, c'est pour montrer effectivement ce qui va arriver. C'est qu'il y a 3 fois plus d'asthme chez les enfants qui ont présenté une bronchiolite à VRS. Et quand on fait les explorations fonctionnelles respiratoires, vous voyez les courbes en noir, ça c'est les enfants qui ont eu une infection à VRS, ils vont garder ces séquelles respiratoires beaucoup plus prolongées que d'autres infections. Diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a un travail qui a fait parler de lui par le groupe Bokupic pour justement souligner l'impact et le poids de cette infection. Un travail qui est sorti dans
dans British Medical Journal, avec des résultats qui sont intéressants, un travail qui a été appuyé par la communauté scientifique et qui nous sert de base pour appréhender le poids de cette infection, tant sur le plan clinique que sur le plan économique. Diapo, s'il vous plaît. La méthodologie, je vous épargne. Les données ont été tirées d'une part à partir des données de l'INSEE et puis les données de PMC, avec là la nomenclature. Diapo, s'il vous plaît. Les résultats de ce travail sur plusieurs mois, plusieurs années. Hein, c'est une étude qui prend les données entre l'an 2010 et l'an 2018. Donc, vous comprenez que c'est une population assez conséquente. Alors, de ces données, il y a énormément de résultats. Donc, il y a, sur cette période-là, il y a 69% d'enfants en dessous d'un an qui ont fait une infection à VRS. Et parmi eux, 33% avaient un âge moins de 3 mois. Alors, quand on regarde bien, en fonction des tranches d'âge sur les différentes périodes, on voit bien qu'en bleu, c'est les nourrissons, justement, et c'est eux qui vont payer le tribut de cette infection. Alors, cette infection est associée, dans la plupart des cas, à une hospitalisation. Alors, ces diapos ont un intérêt particulier, c'est par rapport justement aux tranches, disons, aux populations d'enfants qui sont hospitalisés pour des infections graves à VRS. Et quand on regarde bien par rapport aux prématurés, aux différents types de prématurés, par rapport aux enfants à risque, quand on regarde bien dans ce travail, 89% d'enfants hospitalisés, donc qui ont fait des formes graves, n'avaient pas des facteurs de risque particuliers et allaient faire des formes graves. Alors, est-ce que c'est parce que nos enfants très petits, les prématurés, les enfants avec des problèmes cardio-respiratoires ou d'autres pathologies sont bien suivis avec peut-être la prophylaxie, c'est possible, et peut-être aussi les mesures de distanciation un peu plus, l'éducation des parents, c'est possible. Et donc, c'est qu'on peut tirer de cette diapo, ce que ça touche tous les enfants, tous les nourrissons, raison pour laquelle il faut envisager d'autres solutions pour l'avenir. Diapo, s'il vous plaît. Alors, ce diapo, c'est pour montrer le coût annuel de cette infection en France. Il y a eu une augmentation du coût économique de ces infections à VRS. On est passé de 93 200 millions d'euros entre l'an 2010 et l'an 2011, et puis à 124 millions au cours de la saison considérée, l'an 2017, l'an 2018. Donc, un coût très élevé. Et quand on regarde bien ce coût, c'est surtout les enfants en dessous d'un an. Donc, sur le plan clinique, le fardeau est lourd. Sur le plan économique, et le coût est dur aussi. Et par moyenne de coûts pendant l'hospitalisation, par enfant, c'est 2289 euros. Diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est qu'on peut retenir de cette infection, c'est que de par le monde, le virus va toucher 63% d'enfants qui vont faire les formes d'infection des voies respiratoires inférieures, que ce virus est très contagieux, que la majorité des enfants qui sont hospitalisés pour cette pathologie n'ont pas de facteurs de risque particuliers. Donc, tous les enfants sont concernés et je vais passer la parole au professeur Dubos qui va poursuivre l'intervention. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous vous laissons la main, professeur Dubos.
Alors par contre, on ne vous entend pas. Voilà, je pense que vous voyez les diapos. Oui, c'est bon pour nous et on vous entend correctement. Parfait. Est-ce que vous les avez en diaporama? Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc, après cette présentation sur l'épidémiologie des infections, enfin du VRS et des infections à VRS, je vais vous parler de la prévention et de l'actualité brûlante par le nirsevimab, donc le Beyfortus qui arrive en France actuellement. Je vais passer assez vite. Alors, je vous présente mes liens d'intérêt. J'en ai deux principaux. Je fais partie d'un board d'experts VRS auprès de Sanofi qui développe le traitement nirsevimab, entre autres. Et le deuxième lien d'intérêt, c'est que, comme beaucoup d'entre vous, bah, je suis aussi en première ligne lors des épidémies hivernales et on subit un peu le poids de cette infection épidémique. Donc, je vais passer assez vite sur les données concernant les essais cliniques pour parler de façon plus pratique des recommandations. Donc, on a un anticorps monoclonal qui existe depuis plus de 20 ans, le palivizumab, et on a ce nirsevimab qui vient d'avoir une autorisation toute récente. Juste pour vous dire que dans le pipeline, il y a un certain nombre d'autres traitements anti-VRS qui existent, notamment des vaccins qui sont passés. Donc, il y a celui de Glaxo qui a été approuvé, et puis assez récemment, celui de Pfizer pour les femmes enceintes, M, et pour les personnes âgées, plus de 60 ans. Celui-là, c'est plus de 65 ans. Et donc, il y aura une stratégie qui risque d'évoluer autour de ces traitements préventifs des infections à VRS. Donc, le nirsevimab, c'est cette molécule de traitement préventif de l'infection à VRS qui est des immunoglobulines de type IgG1, un anticorps monoclonal et qui va se lier à la protéine F du VRS qui va entraîner l'absence de fusion du VRS avec la cellule hôte et donc interrompre le cycle et donc interdire l'infection de la cellule. Il y a eu trois essais principaux, Medley, Mélodie, Harmonique. Je vais vous présenter rapidement. Medley, c'était un essai de phase 2-3 qui incluait des prématurés et des patients de moins de 2 ans qui avaient des affections cardiaques et pulmonaires chroniques. L'étude Mélodie pour des anciens prémas, c'est-à-dire des enfants nés après 35 semaines d'aménorrhée et des bébés à terme. Et puis l'étude Harmonie à laquelle un certain nombre d'entre vous ont probablement participé, qui était un essai en ouvert en population de préma et de non-préma. Donc Medley, c'est une étude qui évaluait en fait à la fois la sécurité d'utilisation et la pharmacocinétique du nirsevimab en comparaison au palivizumab, donc au Synagis. Étaient inclus donc les prémas qui avaient l'indication du Synagis et ceux qui ont les cardiopathies et les atteintes pulmonaires chroniques selon les indications du nirsevimab, du Synagis, pardon. Ils étaient inclus donc dans un grand nombre de pays et ils étaient randomisés 2 pour 1, c'est-à-dire 2 tiers recevaient le nirsevimab, 1 tiers recevait le palivizumab, donc le Synagis, avec des doses adaptées au poids qui sont celles qu'on verra un peu plus tard. Et le critère d'évaluation principal, c'était la sécurité du traitement. Est-ce que ça fait aussi bien que le Synagis ou est-ce que ça fait moins bien finalement? Et il y avait d'autres critères, notamment sur l'incidence des infections. Et vous voyez donc sur la saison 1, ils étaient randomisés, donc tirés au sort, répartition des facteurs de confusion de façon aléatoire dans le groupe nirsevimab ou dans le groupe palivizumab, ce qui veut dire que quand ils recevaient le nirsevimab, après ils recevaient du placebo, puisqu'on ne devait pas savoir dans quel bras ils étaient. Et dans le palivizumab, ils recevaient tous les mois, comme d'habitude avec le Synagis, leur injection de Synagis pendant 5 injections. Pour la saison 2 et pour ceux qui avaient des pathologies cardiaques ou pulmonaires chroniques, là aussi, ils étaient à nouveau randomisés. Ceux qui étaient dans le groupe nirsevimab avaient toujours du nirsevimab et ceux qui étaient dans le groupe palivizumab étaient randomisés 50-50 en nirsevimab ou Synagis.
Et donc, je vais passer et pas détailler cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'on a comparé 615 prématurés, 310 qui avaient des pathologies cardiaques ou pulmonaires chroniques, qui recevaient soit du palivizumab, soit le nirsevimab, donc Synagis ou Beyfortus. Et on voit que dans les effets secondaires, on en a, alors dans ces études, on en décrit les pleurs, les régurgitations, tout ça, c'est pas forcément lié au traitement, mais les effets secondaires liés au traitement, c'était moins de 2%. Et c'était pas différent entre Synagis et Beyfortus. On a 5 décès, mais qui sont pas liés, alors qui sont liés pour 2 à une bronchiolite ou un Covid, et pour 3 à des défaillances cardiaques ou à une pneumonie. Donc pas considérés en lien avec le traitement. Et il y a eu dans cette cohorte 7 bronchiolites médicalement significatives AVRS, et donc pas différent entre les deux groupes. Vous voyez, 0,6% et 1% entre les deux groupes. Et donc la conclusion de cette étude, c'était de dire, eh bien, le nirsevimab a un profil de sécurité qui est comme le Synagis. Donc c'est pas différent, on n'a pas plus d'effets secondaires et on n'a pas plus de cas, mais le but, c'était pas de regarder l'efficacité dans cette étude. Et donc avec une seule dose d'injection, on protège aussi bien qu'avec 5 doses, une tous les mois pendant la saison épidémique. Puis il y a eu donc l'étude Mélodie, donc un essai de phase 3 aussi randomisé contre placebo. Donc soit les gens reçoivent le nirsevimab, soit ils reçoivent un placebo. Et donc un certain nombre de pays participants avec comme critère de jugement cette fois-ci, est-ce que les patients font une bronchiolite AVRS médicalement significative? Alors médicalement significative, ça veut dire confirmé AVRS avec des signes d'atteinte respiratoire basse et des signes considérés comme sévérité, une polypnée, une hypoxie, une détresse respiratoire, des apnées ou des signes de lutte ou des hydratations. Et donc, ils étaient randomisés là aussi en 2 pour 1 et recevaient en fonction du poids soit une dose de 50 mg pour les moins de 5 kg, soit 100 mg pour les plus de 5 kg. Et là, c'est la population. Donc, vous voyez qu'on a 12% de prématurés de modérés, nés entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée. Et on a 90% d'enfants qui ont moins de 6 mois. Et tout de suite, sur l'efficacité, ce qu'on voit, c'est que dans le groupe placebo, ils ont des infections AVRS un peu plus. Là, c'est zoomé sur cette zone-là pour vous montrer la différence qui est significative en termes de survenue d'infections significatives, d'infections respiratoires basses significatives AVRS. Et donc, on le voit de façon synthétisée ici, on a une baisse de plus de 75% des infections respiratoires basses médicalement significatives AVRS, des hospitalisations pour une infection respiratoire basse AVRS et des formes sévères, quasiment 80%. Et quand on regarde toutes causes, pas uniquement VRS, on a une baisse de un peu plus d'un tiers des cas de bronchiolite et des cas de bronchiolite hospitalisés, tout pathogène confondu. Et donc, ce qui fait dire qu'il faut traiter par le nirsevimab un patient pour éviter, 53 patients pour éviter une hospitalisation. Il y avait là aussi dans cette étude une évaluation de la sécurité du traitement et vous voyez, on a 1,5% ou 1,3% d'effets secondaires liés au traitement, donc pas différent entre les deux groupes. Il y a eu 4 décès, 1 pour une maladie métabolique, 2 gastro-entérite aiguë et 1 pour un accident de voiture avec fracture du crâne, donc non lié au traitement. Et puis la troisième étude, rapidement, c'est l'étude Harmonie, et phase 3, donc non randomisée, enfin randomisée, mais en ouvert, pas contre placebo. Donc soit les patients recevaient, donc des patients nés après 29 semaines d'aménorrhée, soit ils recevaient le nirsevimab, soit ils ne recevaient rien, et donc c'était en ouvert. On savait s'ils avaient eu ou non un traitement. On suivait tous les mois la survenue ou non d'un événement, d'une hospitalisation, d'un effet secondaire sur une application. Donc, 3 quarts ont moins de 6 mois.
14% sont prématurés et on a inclus un quart des patients en France. On a 8000 patients inclus, 4000 dans le bras nirsevimab. Et là aussi, on voit une efficacité du traitement avec une diminution des bronchiolites significatives hospitalisées de 83%, de bronchiolites sévères de 75% et bronchiolites toute cause de 58%. Donc une grande efficacité, sans effet secondaire notable là aussi. On est toujours associé au traitement à autour de 2%, de 2% là, ici. Les effets secondaires retrouvés, c'est une éruption cutanée dans les 14 jours, 0,7%, de la fièvre, 0,5% et une réaction au site d'injection, 0,3%. Donc, vous voyez des événements assez rares. Ce qui fait que les sociétés françaises de pédiatrie, néonatologie, pathologie infectieuse pédiatrique se sont mobilisées fortement pour essayer d'avoir rapidement l'accès à ce traitement pour cet hiver et pour ne pas revivre l'hiver qu'on a vécu l'année dernière. La HAS et la commission de transparence s'est prononcée le 19 juillet, a donné un ASMR 5 par rapport à l'indication chez les anciens prématurés parce qu'il existait le Synagis jusqu'à présent, et un ASMR 4 pour les nouveau-nés à terme. Donc vous avez maintenant, et là je vais passer 3-4 minutes sur ces 2 dernières diapos. Il va falloir informer les parents, soit les futurs parents, soit les tout jeunes parents pour des nouveau-nés qui sont ou des jeunes nourrissons qui sont nés avant la période épidémique, sur les pathologies transmissibles, mais là sur le VRS, en disant que maintenant on a pour ceux qui sont nés avant la période épidémique, la possibilité de les immuniser chez le médecin traitant ou chez le pédiatre. Et pour ceux nés pendant la période épidémique, la possibilité de les immuniser très tôt en maternité pour limiter le risque de contagion dès qu'ils vont sortir de la maternité, qu'ils vont être en contact avec d'autres personnes. C'est un traitement donc qui est efficace, on l'a montré, qui est bien toléré, et on va évoquer les modalités d'administration. Ce n'est pas un vaccin, c'est un anticorps, et je pense que le meilleur moyen, c'est de l'administrer avant la sortie, au moment du Guthrie. Voilà, c'est un traitement préventif. Probablement que pour l'évoquer, il faut évoquer le fait qu'on fait aussi la prévention du syndrome hémorragique du nourrisson avec la vitamine K, et que c'est le même objectif, prévenir un événement indésirable grave avec un traitement préventif. Donc, en modalité pratique, qui est concerné? Donc, tous les patients nés, les enfants nés à partir du 15 septembre et pendant la saison VRS devraient être idéalement immunisés en maternité, ou pour ceux qui sont hospitalisés en néonat ou dans des services de pédiatrie avant la sortie d'hospitalisation. Et le traitement sera disponible au niveau de la pharmacie hospitalière. Pour les enfants qui sont nés avant la période épidémique et qui ont moins de 6 mois au moment de l'épidémie, ils peuvent être immunisés chez le médecin traitant ou le pédiatre libéral. Ça peut être fait en même temps et le même jour qu'un vaccin, et le traitement est disponible en officine de ville. Donc il faut faire une ordonnance et le traitement doit être conservé comme un vaccin dans le frigidaire, et il est stable 8 heures à température ambiante. Il faut faire attention parce que cette année, c'est l'État qui a commandé et qui prend en charge complètement le traitement, mais il a commandé 200 000 doses auprès du laboratoire, et il est dit que tous les patients nés depuis février 2023 seraient éligibles au traitement. Attention, parce que si on immunise tous, si on veut immuniser tous les enfants, c'est 700 000 naissances, 750 000, on n'a que 200 000 doses qui sont payées par l'État. Donc, on n'arrivera pas à tous les immuniser, donc il va falloir probablement hiérarchiser les priorités. Alors, effectivement, tous les parents le feront pas, mais les études de marché disent qu'un parent sur 2 serait prêt à accepter l'immunisation. Donc la réalisation durant la première semaine de vie idéalement, une dose en intramusculaire, c'est comme un vaccin. Si l'enfant fait moins de 5 kg, 50 mg, 0,5 ml, face antérolatérale de cuisse. S'il fait au moins 5 kg, c'est 100 mg, 1 ml. Il n'y a pas de contre-indication qu'une allergie connue à un des excipients du vaccin, mais du traitement, ce n'est pas un vaccin. Mais comme ils sont nouveau-nés, a priori,
Il n'y a pas d'allergie connue, donc pas de contre-indication. Une contre-indication relative serait la fièvre, puisqu'on peut avoir éventuellement de la fièvre à ce moment-là. Pas santé relatérale de cuisse, attention aux troubles de coagulation, notamment pour les petits qui seraient des enfants avec des troubles de coag, facteur 8, facteur 9, etc., et des hémophilies. C'est fait par le médecin ou par une infirmière sur la responsabilité du médecin et par la sage-femme, c'est souhaité mais non acté encore actuellement. La surveillance, bah, je pense qu'il faut faire une surveillance en post-injection immédiate, hein, dans l'heure qui suit, puis ensuite les consignes de surveillance au domicile pour les parents. Il faut savoir que le pic plasmatique est à J6, entre J2 et J28, hein, post-administration. Donc voilà, l'enfant peut être en contact avec le VRS entre deux, que les anticorps vont persister au moins 6 mois, que si on a l'impression d'effets secondaires, eh bien, il faut les déclarer, quels que soient les événements constatés. Et enfin, l'efficacité n'est pas de 100%, et donc il y aura probablement des enfants immunisés qui feront quand même des bronchiolites, des rhinites, des formes modérées ou quelques formes sévères, mais probablement beaucoup moins que les années précédentes. Voilà, je vous remercie de votre attention et on est à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, professeur Dubos. Donc, on a une première question. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Donc, bonjour, peut-on imaginer que le B-Fortus entraînera une diminution des asthmes viraux induits chez le nourrisson? C'est une question plutôt pour le docteur Lequet. Il est clair que le docteur Lequet l'a présenté, hein, le VRS est pourvoyeur d'asthme du nourrisson, donc est un des plus grands pourvoyeurs. Donc, et c'est sûr que si on immunise, on peut s'attendre à une diminution des asthmes viraux induits. Mais je pense que vraiment, là, il faut monter des études pour évaluer l'impact. Je pense que notamment des études prospectives, des observatoires. L'observatoire Active a mis en place met en place actuellement une surveillance sur un certain nombre de CHU pour pour évaluer cet effet. Le vaccin sera, c'est pas un vaccin, hein. Donc je répète, hein, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il n'y a pas de production d'anticorps induite par l'immunisation. On n'administre pas un antigène, on administre directement un anticorps qui va diminuer dans le temps progressivement et qui va qui va s'éliminer. Et donc, au bout de 5 mois, vous n'aurez plus de taux d'anticorps suffisant pour protéger l'enfant, en théorie. Donc, ce n'est pas un vaccin. Il sera disponible en officine de ville et sur ordonnance. Donc, les officines seront approvisionnées régulièrement, comme pour n'importe quel traitement d'officine, autant les officines hospitalières que de ville. Il n'y a pas de Merci. consentement écrit obligatoire des parents. Il y a une information à donner, mais c'est vrai normalement pour tout traitement. Est-ce que vous donnez une information quand vous administrez la vitamine K? Et si vous le faites, moi je dirais il faut faire pareil que pour la vitamine K. Alors là, comme c'est une injection plutôt qu'une administration orale, que c'est nouveau, voilà, même si on a un recul sur un certain nombre d'essais, vous pouvez faire bien sûr l'information, mais je pense que ça devrait être le cas pour tout traitement. Ensuite, quelle priorisation au final en médecine de ville au vu du nombre de doses? Alors, il faut prioriser les enfants qui auront moins de 6 mois au moment de la période épidémique, ça c'est clair. Merci. Ensuite, on a qui doit acter la réalisation par les sages-femmes et quand le saurons-nous? Je ne sais pas si le docteur Lequet veut aussi ajouter. Il n'y a pas de données. Non. En fait, c'est pas statué là pour les sages-femmes. Je pense que les sages-femmes qui sont donc un corps de profession médicale peuvent faire un certain nombre d'immunisations, hein, de vaccinations, mais pour ce traitement qui est nouveau, pour l'instant, ça n'a pas été dit qu'elles pouvaient. Après, elles peuvent le faire sous la responsabilité du médecin de maternité, hein.
du pédiatre ou d'un gynéco-obstétricien, mais pas sous leur propre responsabilité. Merci. Ensuite, pour les pédiatres libéraux, quelles sont les modalités de la surveillance post-injection? C'est comme pour un vaccin, la même chose. C'est la réaction que vous aurez au décours immédiat. Donc, vous faites l'immunisation, les parents rhabillent l'enfant, vous faites les papiers et puis, je pense que pour les premières doses, c'est pas mal de surveiller un tout petit peu, une demi-heure, en salle d'attente, si vous voulez être sûr, mais voilà, c'est pas plus. L'injection peut être faite... Oui, Ça va être difficile, même en consultation, de garder 1 heure ou 2 heures tout à fait les patients, parce que déjà, le temps ça passe vite. Donc, j'imagine pareil chez le médecin traitant et les laisser dans salle d'attente avec d'autres patients qui sont adultes. Nous, on a des consultes de néonates, donc ça passe encore. Je pense que c'est un peu difficile de les laisser 1 heure ou 2 heures en salle d'attente. Je suis d'accord, d'autant qu'il est quand même très bien toléré. Et si vous avez tous l'expérience du Synagis, vous avez vu qu'on n'avait pas plus d'effets secondaires que le Synagis. merci. L'injection peut-elle être faite à n'importe quel moment, co-administrée avec les autres vaccins? Oui, Oui. Oui, il y a eu des études qui ont été faites pour montrer qu'on peut faire cette injection avec d'autres vaccins, avec des vaccins qu'on fait habituellement sans qu'il y ait d'incompatibilité. Pour la question de Monsieur El-Hajar, oui, je suis d'accord avec toi. C'est que la vitamine K, on peut la passer per os. Ça, c'est une injection quand même, donc ce ne sera pas la même efficacité, je pense, pas la même chose. C'est un peu délicat de passer. Ensuite, l'accord a été donné pour débuter à partir du 15/09. Cependant, si les produits sont disponibles avant en pharmacie hospitalière, peut-on débuter avant la date du 15/09? oui, on peut débuter dès qu'ils sont disponibles, hein. On a une AMM, on a une reco HAS. La question, c'est l'accès au traitement. Au départ, on nous avait dit le 1er septembre, ce sera finalement autour du 15. Donc, si on l'a avant, oui, bien sûr. Merci. Bonjour, qu'en est-il des nouveau-nés prématurés? Alors, vous n'avez pas bien écouté, je pense, parce que on a dit qu'on pouvait les immuniser. Alors, peut-être que votre question va un petit peu plus loin que juste est-ce qu'ils ont le droit ou non d'être immunisés. C'est peut-être plus à quel moment. Ce qui est dit dans les recommandations, notamment d'Infovac, mais aussi de la HAS, c'est que probablement il faut le faire dans la semaine qui va précéder la sortie de l'enfant. On ne va pas le faire à la naissance, notamment un grand préma qui reste en incubateur. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt de le faire très tôt. On peut le faire à partir de 29 semaines d'aménorrhée, mais l'idéal, donc, c'est de le faire après et probablement une semaine avant la sortie. Et de continuer à maintenir des mesures de protection en période épidémique dans le service, hygiène des mains, port du masque par les parents, qui, eux, seront probablement contaminés à un certain nombre de virus, comme on l'a fait de façon un peu stricte pendant le Covid, et comme on le fait tous les hivers. Je pense que derrière cette question, il y a une question qui m'est arrivée souvent, c'est de dire les études ont été faites à partir de 29 semaines d'aménorrhée. Est-ce que les enfants en dessous, qui sont nés en dessous de 29 semaines d'aménorrhée, ils vont réagir de la même façon? Ce que j'avais toujours répondu, c'est de dire, bon, là, c'est pas un vaccin, c'est un anticorps. Je ne pense pas qu'il faille laisser tomber les enfants qui sont nés avant 29 semaines. Je pense que... Non, les enfants nés avant 29 semaines ont été inclus dans les études, mais l'immunisation a été faite après 29 semaines. Oui, D'accord. Donc, on a des données et on sait que ça les protège correctement, aussi bien que et sans plus d'effets secondaires que le Synagis. Ça fait pareil que le Synagis. Dans tous les cas, dans nos pratiques, les enfants avec Synagis, c'est quelques jours avant la sortie, ce n'est pas au moment de la naissance. Donc, je réponds, je dis, mais on reprend à peu près le même schéma pour dire avant la sortie.
on doit leur faire cette prophylaxie. Donc, le point ne se pose pas au terme de la naissance, c'est avant la sortie, les cas. Donc, Tamer, tu avais une Oui, remarque? oui, pour le Synagis, je ne pense pas qu'il y ait des études comparatives entre Synagis et Beyfortus, Si, sans être si, partisan de il y l'un a de eu. l'autre sur le grand préma. Ah ben, si, il y a l'étude Medley qui prend des grands prémas, justement. Et donc, c'est cette étude que j'ai présentée au début qui concerne ces grands prématurés et ces patients avec des pathologies cardiaques et respiratoires chroniques du préma. Et c'était Beyfortus versus Synagis. Versus Synagis pour la Versus. tolérance. Et après, ils ont Ah. regardé l'efficacité, mais c'était pour la tolérance, ouais, tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire, on regarde le même schéma, c'est qu'après la sortie qu'on vaccine, ou à partir de 29 semaines, ils sont dans le service, on peut les vacciner. En pratique, ce qui est dit, c'est que de toute façon, les grands prémas, ils ne vont pas sortir avant 34 semaines. On peut les immuniser à partir de 29, mais l'idée, c'est de le faire à 33, 34 semaines, à partir du moment où on envisage la sortie une semaine avant. Comme Pour on qu'ils faisait atteignent avec le le pic, Synagis. pour qu'ils atteignent le Avant la pic sortie, d'anticorps on faisait au moment où ils sortent. OK. Ensuite, pouvez-vous rappeler la protection mesurée dans l'étude Harmonie face à la bronchiolite simple chez le nourrisson, s'il vous plaît? Protection. Eh ben, en fait, c'est pas la bronchiolite simple, c'est la bronchiolite médicalement significative et qui est de l'ordre de 80%. François, j'ai régulièrement des questions sur le mode de synthèse des anticorps. Comment on synthétise ces anticorps-là? Est-ce que c'est des extractions? Est-ce que c'est d'origine humaine? Et c'est quoi la nature des excipients? Parce que les parents anti-vax vont poser beaucoup de questions dans ce sens-là. Alors, j'ai pas le détail. C'est un anticorps naturel, hein, de type IgG1. Donc, c'est un anticorps humain, d'accord? Il vient d'où? Eh ben, il vient des prélèvements d'anticorps qu'on a eu chez d'autres personnes, hein. Tu sais, quand on fait un traitement par Clérigue ou autre immunoglobuline polyvalente, eh ben, c'est des anticorps humains qui sont purifiés et qui sont administrés. Donc là, c'est pareil, sauf qu'on a été identifié spécifiquement l'IgG1 ciblant cette protéine F de fusion du VRS. Donc, à partir de là, on a produit en grande quantité ces anticorps et puis pour pouvoir avoir une durée de protection prolongée par rapport au Synagis, il y a, je crois, 3 acides aminés qui ont été modifiés qui permettent de cette longue permanence dans l'organisme. Tu vois où je veux arriver sur le risque d'exposition à des immunoglobulines d'origine humaine. Est-ce que ça a le même risque que d'autres immunoglobulines? Et est-ce qu'on connaît dans l'histoire une autre immunoglobuline qu'on a administrée à grande échelle sur la population française? Parce qu'on fait des immunoglobulines anti-hépatite B ou anti-ceci ou cela, mais à des populations extrêmement restreintes. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Et si les parents posent des questions sur ce risque-là, le risque d'exposition aux immunoglobulines ou aux protéines d'origine humaine, est-ce que c'est le même risque? Et qu'est-ce qu'on peut leur répondre si on est en face à ce genre de questions aux soins de parents? Et sur les excipients, tu ne m'as pas encore répondu. Alors, sur les excipients, j'ai pas le détail, ça je peux pas te donner, mais c'est vrai que c'est des excipients assez classiques, notamment du vaccin pour permettre la solubilisation, la permanence aussi dans le et la réponse et la permanence de la réponse immunitaire, mais j'ai pas le détail sur les excipients. Après, des anticorps monoclonaux, on en utilise quand même maintenant beaucoup dans beaucoup d'indications. Et donc effectivement, chaque indication a une population probablement un peu plus faible et spécifique. Tu as pris l'exemple de l'hépatite B, mais on en a plein d'autres, hein, Oui, oui. sur les anti-CD20, sur tous les traitements des maladies auto-immunes, hein, on en a beaucoup.
Donc, je pense qu'on commence à avoir un recul assez important sur ce type de molécule. Et ensuite, il y a une élimination qui est faite de cette protéine. La durée, elle n'est pas prolongée. Alors, on pense que ça peut persister jusqu'à 1 an, mais le taux supérieur au seuil, c'est-à-dire le taux protecteur, il dure 5 mois. Alors, on a encore beaucoup de questions sur qui prescrit et la place finalement du synagiste à terme. Alors, pour l'instant, qui prescrit, c'est le médecin traitant ou le médecin hospitalier. Peut-être à terme, la sage-femme, pour l'instant, on ne l'a pas. En pratique, le Beyfortus, est-ce qui remplace le Synagis? Oui, sauf pour l'instant pour les 2e années des maladies chroniques cardiaques ou pulmonaires. Aux États-Unis, ils ont positionné le Beyfortus pour toutes les indications, même 2e année. En France, on l'a pour le préma, pour le nouveau-né à terme, première saison de VRS, et pour les cardiopathies et pathologies pulmonaires chroniques, première saison. Mais pour la 2e saison, pour l'instant, ce n'est pas statué en France, même si on espère qu'il y ait une place aussi pour le Beyfortus et pour éviter 5 injections la 2e année pour ces enfants-là. Et Donc, il y a encore une toute petite place pour le Synagis. ce que j'ai Ma- su ah, par le laboratoire également, c'est qu'ils vont continuer cette année de le produire parce qu'il y a des équipes et pour les grands prémas, ils vont garder le Synagis. Donc, ils ne peuvent pas arrêter tant que tout le monde soit vacciné par le Beyfortus. n'est pas vaccin. Professeur Dubos, sur les cardiopathies congénitales 2e année, les États-Unis ils ont statué sur la dose, parce que ce qui m'étonne beaucoup, Ouais. c'est sur un pré-fonton à 12 kg, mettre 100 mg, alors que c'est Non, RME qui est 6, c'est dommage. ils proposent 200 mg. Ça veut dire qu'ils proposent, il n'y a pas de Beyfortus 200 mg, il n'y a que du 50 et du 100. Donc, ils proposent de faire en septembre, juste avant la saison épidémique, 2 injections de Beyfortus, une dans chaque cuisse chez l'enfant donc de plus de 12 mois normalement, au lieu d'une seule dose la première saison. Donc 2 doses en même temps, une dans chaque cuisse, 2 fois 100 mg. Et il n'y a pas pour l'instant d'études post-hoc, post-AMM sur ça chez nous. On ne pourrait pas monter avec l'Active et la FCPC. Alors, Active fait son observatoire des bronchios hospitalisés. Nous, on a déposé un projet là, mais pour suivre les patients, il faut un CPP et donc on espère l'avoir rapidement. Et après, j'invite un maximum de collègues, que ce soit l'association des pédiatres libéraux, Nord, Pas-de-Calais, Picardie, ou des pédiatres hospitaliers, de mettre en place des observatoires, des surveillances avec des objectifs précis pour mesurer ce genre de choses. Ok, merci. Merci. Au vu de l'heure, je vais poser une dernière petite question. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on fera un consensus de toutes les questions qui ont été posées et on vous donnera les réponses avec le replay du webinaire. Vous pouvez aussi me reposer d'autres questions du coup à l'adresse mail e.six@orean.fr. Donc pour la dernière question, si un nouveau-né éligible a déjà fait une infection à VRS prouvée, y a-t-il un intérêt de faire l'injection pour éviter une nouvelle infection à VRS? Je ne sais pas si c'est au docteur Lequet de répondre ou... Ouais, je peux toujours tenter de répondre. On sait que les anticorps contre le VRS, ils sont très, ils ne vont pas rester très longtemps. Donc, s'il y a un facteur de risque très important, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on puisse lui faire bénéficier d'injections d'anticorps monoclonales. Bah, ça dépend quand est-ce qu'il a été exposé au VRS. Si effectivement il a été exposé en avril, ça a du sens de lui refaire. S'il a été exposé en août-septembre, parce qu'on a du VRS un peu toute l'année, de façon non épidémique, août-septembre, ça vaut, et que c'est prouvé, ça vaut pas le coup, et il va avoir ses anticorps qui vont durer au moins une saison, et donc il va être protégé. Mais comme dit le docteur Lequet, s'il a des facteurs de risque et que l'infection est un peu ancienne, je pense qu'il faut lui faire, oui.
Juste une petite question. Si l'enfant il est au-delà de 6 mois et que les parents ils veulent faire le vaccin, on ne peut pas le refuser. Non, alors c'est pas un vaccin, à nouveau. Les anticorps, oui. Le traitement préventif, eh ben, je pense qu'on peut lui proposer à partir du moment où il est né après le 6 février 2023, parce que ça, c'est les recommandations. S'il est né en janvier Oui. de l'année dernière, il a probablement rencontré le VRS, il est vieux, il n'est pas dans les recos. Moi, je pense qu'il faut le dire et que je suis pas sûr qu'il faille dire, enfin, je pense qu'il faut quand même un esprit un peu collectif et garder le traitement pour des enfants qui sont quand même plus à risque. Même si c'est un très grand commun. Non, on ne parle pas de pédiatre. Entendu. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, de ce fait, je me répète, on fera un petit consensus des questions et on vous apportera les réponses en même temps que l'envoi du replay du webinaire et des 2 fiches qui vous ont été présentées. En tout cas, merci beaucoup pour vos présentations différentes et les réponses apportées aux questions. Vous pouvez demander une attestation de présence à e.six@oreane.fr. Et je rappelle aussi qu'on organise en lien avec le CNSF la journée régionale des sages-femmes le 15 septembre à Amiens. Merci beaucoup et bon après-midi. Et Au merci revoir. beaucoup, Sixtine, à vous et puis au réseau Oriane d'avoir permis d'organiser très rapidement, parce que ça a été fait très rapidement, ce webinaire très, très utile. Et merci à François et à André et à toute l'équipe d'Amiens. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir.